Il est 20 h à Edéa dans la Sanaga maritime. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20 h sur Equinox Télévision. À la une de cette édition, vendredi difficile pour les populations de la ville de Douala. Elles se sont réveillées ce matin les pieds dans l'eau après de fortes pluies qui se sont abattues sur la ville. Habitations inondées, circulation paralysée à divers endroits stratégiques de la capitale économique. Tel est le tableau noir d'une matinée des inondations. Et ensuite, à l'étranger, au Mali, le mouvement M5 se réjouit de la chute du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des Maliens sont sortis en masse ce vendredi pour crier victoire. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aux 20 h sur Equinox Télévision. Nous vous le disions en titre, la majorité des quartiers de la ville de Douala ont subi la furie des eaux ce vendredi. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville depuis la nuit dernière ont provoqué des gigantesques inondations qui ont sémé la panique dans plusieurs domiciles. La circulation routière a été paralysée par endroits et la chaussée étant complètement envahie. Et après ces gigantesques inondations, les autorités tentent de rattraper les manquements dans la politique urbaine. Le gouverneur de la région du littoral et le maire de la ville instruisent la libération des zones à risque et le curage des drains. Je vous propose de les écouter. Nous souhaitons que, passer cette pluie, certainement que d'autres arrivent, que nos populations prennent des dispositions pour pouvoir s'éloigner de ces bas-fonds qui leur réservent des surprises pas du tout agréables. Nous avons ainsi engagé les municipalités dans la zone du littoral à pouvoir anticiper par des travaux de curage des caniveaux. Et fort heureusement aussi avec la campagne lancée par Madame la ministre Gourdes Luindu. C'est un appel à la prudence que nous pouvons lancer aux populations. Faire attention, laisser les voitures déjà garées pour que les services de secours puissent circuler librement. La deuxième chose, c'est que les gens qui habitent les bas-fonds doivent les évacuer. Et la troisième chose, c'est que nous allons intensifier, plus que par le passé, la libération des drains. Nous avons déjà commencé, mais nous allons accentuer. Mais l'arrivée concomitante des deux phénomènes, la forte pluie et la montée de la marée, font qu'on ne peut rien faire. Et avant de revenir sur ces inondations ici dans la ville de Douala, mettons le cap à présent sur la ville d'Edéa dans la Sanaga maritime où des dégâts matériels importants ont été enregistrés. Près de 200 habitations ont été englouties par les eaux qui ont touché de nombreux quartiers populeux où les constructions sont érigées dans des zones à risque. Jean Pochouniat pour plus de précisions. Les populations d'Edéa ont les pieds dans l'eau depuis plusieurs jours, à la suite de fortes pluies qui arrosent la ville lumière. Et les habitants du quartier Aoussa en sont les plus touchés. Près de 200 maisons englouties sous des eaux qui ne cessent de monter au rythme de la tombée des larmes du ciel. À ma connaissance, c'est la troisième fois que nous subissons ces inondations. Selon des riverains, les travaux de construction d'un ouvrage public mal exécuté constituent la cause première de ces inondations au quartier Aoussa. Le pont a été recensé par le ministre des Travaux publics et vous-même vous constatez, vous-même vous voyez, c'est parce que le pont ne reçoit pas grandement les eaux. Ça n'arrive pas à évacuer. C'est pour ça qu'il y a inondation. Ici, les habitants ont tout perdu. Vêtements, meubles, appareils électroménagers, abîmés par le trop-plein des eaux de ruissellement qui ont transformé le quartier Aoussa en un mini-barrage de retenue. La situation, c'est pour que ça soit réglé. D'après vous, il faut quoi? Il faut automatiquement ouvrir la buse, faire un pont de grande envergure pour faire écouler les eaux. Et c'est tout. La cote d'alerte de cette balade des eaux entre les habitations a fait sortir les autorités administratives et municipales pour venir prendre toute la pleine mesure des dégâts
sur un terrain classé zone à risque. C'est une zone marécageuse, hein. Vous voyez, c'est tout le long du lit du fleuve, du ruisseau, vous-même vous voyez. Donc, toutes les maisons qui sont emportées, vous-même vous connaissez aussi qu'il y a les constructions anarchiques, donc les gens ne respectent pas le plan d'urbanisation de la ville. Avant le quartier Aoussa, 4 autres ont subi la fureur des eaux, avec d'importants dégâts matériels dans les quartiers Amour, Bilalan, Nkomondo et Ekité. Du moins, tout EDEA redoute le pire, avec de probables pluies dans les jours à venir. Et la suite de notre dossier sur les inondations, c'est à suivre au cours de ce journal. Autre actualité, c'est le cri de détresse des boursiers camerounais en Chine. Ils sont plus de 150 qui broient du noir dans ce pays d'Asie. Voici bientôt 4 ans qu'ils n'ont pas reçu les appuis financiers qui leur sont dus, au moment où la pandémie du coronavirus continue de faire des ravages dans ce pays. Ces étudiants camerounais redoutent le pire. D'autres précisions dans ce reportage de Donald Brice Kamgan. Dans ces vidéos réalisées ces dernières semaines, ils sont presque en larmes. Les étudiants camerounais boursiers en Chine n'ont pas reçu de complément de bourse depuis 3 ans. L'accompagnement et le suivi des étudiants en Chine par le gouvernement camerounais, car ça fait déjà un bon bout de temps que nous traversons des situations pas très encourageantes et qui affectent nos études. Il s'agit des fonds destinés à assurer leurs besoins nutritionnels quotidiens, mais aussi le financement de leurs travaux de recherche. Certains d'entre eux sont en thèse de doctorat au pays de Xi Jinping. Pour pouvoir être éligible aux défenses de thèse, aux défenses de proposal, comme on dit, il faut pouvoir déjà avoir des publications dans des journaux SSCI. Ces journaux SSCI sont des journaux internationaux dans lesquels nous publions nos articles scientifiques. Il peut arriver par des moments que ces journaux nous exigent, par exemple, de payer des sommes allant jusqu'à $3 000 et dollars américains. 3 ans déjà que le calvaire dure, soit les années académiques 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019. D'après nos informations, près d'une demi-dizaine de correspondances ont été adressées à la fois à l'ambassade du Cameroun à Pékin, mais aussi au ministère de l'Enseignement supérieur, sans aucune suite. Les fonds réclamés sont payés annuellement, soit 80 000 francs CFA par mois, venant du gouvernement camerounais pour chaque étudiant boursier de la coopération. Nous voulons vraiment demander aux autorités camerounaises qui sont en charge de ce dossier de tout faire pour nous faciliter la tâche. Ce n'est pas du tout facile. Nous étions à l'ambassade du Cameroun ici en Chine, mais l'ambassadeur, lui, nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent. Nous ne comprenons rien. Contacté par Equinox Télévision, le ministère de l'Enseignement supérieur reconnaît la gravité du mal en expliquant qu'il s'agit des conséquences de l'amincissement des ressources budgétaires, entre autres, avec les restrictions drastiques imposées par la Chine dans un contexte de lutte contre le coronavirus. Leurs conditions de vie se sont profondément dégradées. L'association des étudiants boursiers camerounais en Chine n'exclut pas un sit-in devant la représentation diplomatique du Cameroun à Pékin dans les prochains jours. Et la crise dans le nord-ouest et sud-ouest a des conséquences désastreuses sur la jeunesse camerounaise. Cette déclaration n'est pas mienne, mais de la société civile qui tire la sonnette d'alarme sur l'enrôlement des adolescents dans les groupes armés des régions anglophones. Une tranche sociale qui pourrait durablement être affectée par 4 ans de guerre dont l'issue n'est pas toujours certaine. D'autres précisions avec Farel Bounia, Donald Brice Kamgan. En 4 ans de guerre meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest, les jeunes portent le plus lourd tribut d'un conflit dont ils ne sont pas les initiateurs. Le constat de la société civile, à partir d'un documentaire qu'elle a réalisé dans les 2 régions en crise, elle regrette que l'opinion nationale n'en prenne pas suffisamment conscience. Le constat majeur qu'on a fait en réalité, c'est que c'était la jeunesse qui était la proie. Parce qu'en réalité, c'est elle qui tue et c'est elle qui est tuée. Parce que quand vous prenez les séparatistes, quand vous voyez la moyenne d'âge, ça donne quand même froid dans le dos. Les hommes de rang, les militaires, les policiers, les gendarmes qui sont au front. L'ONG ADICI qui vient de publier les résultats de près d'1 an d'enquête dans plusieurs villes du nord-ouest et du sud-ouest, dont Boya, Bamenda, Kumba entre autres. Victimes physiques, mais également victimes économiques. Une bonne partie des activités dévastées par les affrontements entre groupes armés séparatistes et forces de défense
étaient tenues par les jeunes. Les start-up, à savoir le secteur entrepreneurial ou même le secteur agroalimentaire, notamment avec la CDC qui emploie en majorité ces jeunes. Paradoxe, la recherche des solutions à la crise semble mettre entre parenthèses la jeunesse, durement affectée pourtant par ces violences. Cette jeunesse qui est presque oubliée dans le cadre de la recherche des solutions pour la résolution de ce conflit. Quand vous avez par exemple regardé au grand dialogue national, la jeunesse n'avait pas beaucoup d'espace. C'est vrai que le Conseil national de la jeunesse y était représenté, mais avait-il des voix prépondérantes dans la recherche des solutions? Le documentaire de 26 minutes publié à DC Cameroun est une compilation de témoignages frappants et édifiants des femmes aux enfants en passant par les ordres socio-professionnels, un regard interne sur un conflit qui compte plus de 2000 morts, des centaines de déplacés et de réfugiés, un travail de terrain adressé aux décideurs politiques. Revenons sur ces inondations survenues ce matin dans la ville de Douala. La majorité des quartiers ont subi la furie des eaux. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville depuis la nuit dernière ont provoqué de gigantesques inondations qui ont semé la pagaille dans plusieurs domiciles. La circulation routière a été paralysée par endroits, la chaussée étant complètement envahie par les eaux. D'autres précisions avec Xavier Foucault. Journée très pluvieuse et surtout cauchemardesque pour les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Douala. C'est depuis hier 22h30 que il pleut jusqu'à... On n'a même pas dormi la nuit. Il y a l'eau partout. À Bonabéry, Grand Hangar, précisément au lieu dit Entrée Matango, nous avons un exemple de souffrance vécue par les habitants du 4e arrondissement de Douala en général. Les rues entières et les maisons d'habitation sont inondées. Première conséquence, les activités des entreprises, aussi bien que celles des particuliers, sont au point mort. La hauteur de l'eau, ça a fait en sorte que l'eau entre dans le moteur, raison pour laquelle ça ne démarre plus. À cause de ces eaux de pluie qui ont pris en otage la ville de Douala, il est donc difficile de rallier deux points de la capitale économique. On est allé au travail, là, nous sommes calés. On a tout fait, on a pris toutes les routes pour pouvoir arriver à Bonanjo ce matin. On n'a pas pu, vraiment c'est grave ce matin. Et sur cette question, chacun se bat comme il peut pour se mouvoir. Et comme le dit si bien l'adage, le malheur des uns fait le bonheur des autres. À Makepe Misoke, à Douala 5e, c'est le même constat qui est fait. Le maire et les forces de l'ordre assistent impuissants à la scène et à la galère des populations. Le lieu dit Valet Bessengue est méconnaissable. L'eau ayant presque entièrement couvert les véhicules, ainsi que les panneaux de signalisation de la voie ferrée. Plusieurs artères d'Aqua, le quartier d'affaires de Douala, n'échappent pas à la furie des eaux, comme ici au lieu d'Ibich ou à la place de la Besseke. Ces inondations sont quasi régulières à chaque tombée de pluie sur la capitale économique, alors que les autorités sont engagées dans un vaste projet de construction des drains qui jusqu'ici n'arrivent pas à atteindre l'objectif visé, à savoir limiter l'impact des eaux de pluie dans la ville de Douala. Et la ville de Douala peut-elle venir à bout des inondations? La réponse est bien loin d'être trouvée dans un contexte où l'occupation anarchique des sols, la construction des drains miniaturisés ont le vent en poupe. Pourquoi les habitants de Douala et les autorités administratives et municipales ont presque été surpris par les inondations cette matinée? Élément de réponse dans ce reportage de Jean Pochouniat. Les inondations qui ont dévasté la ville de Douala durant toute la matinée du vendredi 21 août 2020 soulèvent une vieille problématique à trois questions principales: l'urbanisation de la ville, la gestion des prévisions météorologiques et la construction des voies d'évacuation des eaux de pluie. Tout d'abord, la prévention météorologique.
Les services compétents en la matière ont pourtant lancé des alertes depuis des jours sur l'éventualité des fortes pluies qui devraient s'abattre sur la ville de Douala. Seulement, les autorités administratives et municipales, gouverneurs, préfets, sous-préfets, maires de la ville et maires des communes d'arrondissement de Douala n'ont presque pas levé le petit doigt pour appeler les habitants de la capitale économique à se mettre sur le qui-vive en cas de débordement des eaux. Pas un seul communiqué lu ou diffusé dans une chaîne de radio émettant à Douala. Une démission bien actée des pouvoirs publics, les collectivités territoriales décentralisées dans la sensibilisation des populations sur les risques et dangers des inondations. Deuxième maillon faible dans cette question des inondations, le drainage des eaux. Les habitants de Douala y pataugent à chaque saison de pluie quand ils ne se déplacent pas à la nage, comme ça a été le cas ce fameux 21 août 2020. Annoncé à grand renfort de publicité et de tapage médiatique sur financement de l'Union européenne, les mégots de drains construits et présentés comme solution définitive à la question des inondations à Douala ont bien montré toutes leurs limites. Des drains eux-mêmes submergés par des eaux dont ils sont censés canaliser jusqu'au point de leur déversement dans le fleuve Vouri. Le cas de la vallée Bessengue, Makepe Misoke, Carrefour Cité, se passe de tout commentaire. Les initiateurs de ces projets ont dû bien vite déchanter face à ce que Douala vit et subit à chaque saison de pluie depuis presque 3 ans. Même l'aménagement du nouveau pont sur le Vouri et ses voies attenantes ne comblent pas les attentes des usagers de la route. La sortie des eaux de ruissellement de leur lit naturel et artificiel pour engloutir les habitations environnantes remet aussi sur la table l'éternelle question de l'aménagement urbain non planifié et la cacophonie dans l'occupation des sols, avec comme conséquence la floraison des constructions anarchiques sur le moindre lopin de terre inoccupé, peu importe où il se trouve. En clair, les solutions maquillage pour résoudre sur la durée la question des inondations dans la ville de Douala ont donc bien montré toutes leurs limites, appelant ainsi le gouvernement de Paul Biya, le maire de la ville de Douala, Roger Mbassadine, les maires des communes d'arrondissement et tous leurs partenaires techniques et financiers à repenser entièrement leur approche dans la prévention des inondations, la lutte contre les constructions anarchiques et l'aménagement des voies d'évacuation des eaux torrentielles. Faute de quoi, le pire est à venir. Tout autre chose dans ce journal, l'arrondissement de Batiam dans les Bamboutos peine à écouler ses richesses faute des routes en bon état. L'absence d'infrastructures hospitalières et le manque d'eau potable contribuent à dégrader le développement de cette localité. D'autres précisions avec Flavien Valondongo et Raphaël Tieko. Le ronflement de ces véhicules démontre la souffrance quotidienne des usagers des voies d'accès de l'arrondissement de Batiam dans le département des Bamboutos. Ici, tu payes la moto, si ça a trop resté, c'est 3 ans. Ou trop, c'est 3 ans par rapport à la route. Le mauvais état de ces routes plombe l'écoulement des vivres produits dans cette partie de l'arrondissement de l'Ouest Cameroun et du coup, le coût de transport augmente pour une distance négligeable. Le transport a changé, le carburant a changé. Une personne, c'est 5 000. 5 000. Oui, mais tu ne peux pas porter une personne, aller là-bas et rentrer. 2 personnes à 10 000 parce que si tu portes une personne, tu mets 4 litres de carburant, aller là-bas pour aller et retour. Tu ne peux pas gagner rien. Pionnier dans la culture des pommes de terre, l'arrondissement de Batiam, qui manque des routes de qualité, a également soif d'eau potable. Les habitants des villages Bangang, Zindon et Batiam se réfèrent aux sources naturelles. Le problème d'eau, c'est vraiment gênant dans notre arrondissement. Nous n'avons pas suffisamment de centres de santé. Nous n'avons pas suffisamment de personnel qualifié. L'autorité municipale de Batiam, qui égrène les difficultés de son arrondissement, avoue être essoufflée financièrement pour améliorer les conditions de vie de ses populations. Notre cheval de bataille réside dans le domaine des infrastructures. Des tonnes de sacs de pommes sont stockés et parfois en état de décomposition, faute des routes de qualité pour leur écoulement vers d'autres localités du pays.
Ici, les populations de l'arrondissement de Batiam se plaignent du manque d'infrastructures dans leur localité. Celles de Nanga, Eboko et Minta dans la Haute-Sanaga et Ngelmendouga dans le Oignon ont hâte de voir les travaux de construction de la nationale numéro 1 au Balambouam complètement achevés. Les lots 2 et 3 de ce projet connaissent des fortunes diverses avec la reprise des travaux d'une part et des difficultés d'approvisionnement en bitume d'autre part. En visite d'évaluation des 10 chantiers, le ministre des Travaux publics, tout en reconnaissant les avancées de ce dernier mois, a invité les entreprises à redoubler d'efforts afin de tenir les délais. D'autres précisions avec Marcelin Ganson. Ici, le carrefour Mbet, à la frontière entre les arrondissements de Minta, dans la Haute-Sanaga, et Ngelmendouka, dans le Oignon. C'est le point de chute du lot 3 du projet de construction de la route au Bala Nanga et Boko Bouam sur la nationale numéro 1. Certes, le bitume n'est pas encore arrivé ici, mais les travaux sont en cours. De quoi faire rêver cette revendeuse venue de Yaoundé pour se ravitailler en banane plantain. Plus de 400 km en aller-retour qu'elle parcourt régulièrement, non sans quelques difficultés. Quand la route va passer, on aurait bien l'occasion de bien vendre notre plantain. Maintenant, il n'y a pas la route, il n'y a pas le marché. On cherche un peu de partout en brousse. On emprunte des motos parce qu'il n'y a pas la route, il n'y a pas les voitures. Ça fait depuis 3 jours que je suis ici là pour attendre les véhicules. Je pars à Yaoundé, Mokolo. La reprise des travaux sur ce lot augure de lendemain meilleur, même si malheureusement plusieurs difficultés plombent le rendement de l'entreprise BEMS. Sur le premier tronçon Gabandine, 40 km, vous avez vous-même constaté que l'entreprise a terminé tous les travaux de chaussée en dehors de les revêtements, l'enrobé. Donc c'est une difficulté majeure, l'approvisionnement en bitume. Quand ils font des commandes à cause du problème de santé que nous avons eu, les commandes ne sont pas là. Sur le troisième lot, il y a les problèmes des expropriations. Oh, il faut une commission départementale qui va recenser et évaluer les tombes, les maisons avant que l'entreprise ne puisse travailler. Sur le lot numéro 2, qui va de Colesson à Ding, les récentes menaces du ministre des Travaux publics ont porté des fruits. Ce chantier n'a que trop duré. Il faut bien qu'il s'achève. Ici, l'entreprise chinoise China International Water, qui dormait, s'est finalement réveillée et s'active pour achever les 11 km restants sur les 89 à bitumer. Je les ai engagés effectivement au mois de juin à assumer leurs obligations. Je leur ai fixé une date d'évaluation et j'ai noté avec satisfaction que des efforts sont faits. Des efforts sont d'autant plus faits qu'ils ont couvert entièrement l'itinéraire avec la couche de base. Il ne restera plus que le revêtement. Certaines difficultés évoquées par l'entreprise ne sont pas vues d'un bon œil par le ministre des Travaux publics, pour qui le gouvernement assume toujours sa part de responsabilité. Si la route n'est pas achevée parce qu'on m'évoque des retards dans les paiements de décompte, je dis vous avez été soumissionnaire en faisant prévaloir votre capacité financière. Alors où est donc cette capacité financière? Évidemment, cela ne signifie pas que les pouvoirs publics n'assument pas leur part de responsabilité en payant les décomptes. Nous les payons, certes avec un peu de retard, mais nous les payons toujours. Le ministre des Travaux publics a mis à profit cette visite d'évaluation pour apprécier le pont construit en régie à Minta par des ingénieurs du MINTP. C'est un pont qui va faciliter le brassage des populations. D'un côté, Minta dans le centre, et de l'autre, Ngelmendouka dans la région de l'Est. Ces dames que vous voyez là, elles viennent des premiers villages de l'Est. C'est à 6 km. Il y a un vieux, même un patriarche, qui a dit qu'il peut déjà mourir parce que ses aînés sont partis depuis les indépendances. On n'a jamais su que cette route allait se réaliser. Parce que pour arriver avec la voiture là, vous êtes obligé de faire 80 km en passant chez l'honorable Tongilarion pour arriver là. Or ici, 12 km. De poche en poche, on va arriver là où elles sont. On va après ceci faire un autre pont, ainsi de suite. Pour ces chantiers routiers, comme pour beaucoup d'autres, en cours d'exécution, le ministère des Travaux publics a opté pour des tracés simplifiés qui réduisent les déguerpissements et les déplacements des réseaux, ce qui amenuise les indemnisations ainsi que les pertes de temps dues aux expropriations, réduisant de fait les coûts des travaux par ces temps de vaches maigres.